On va maintenant en Guinée, la création d'un front contre un troisième mandat du président Condé. Les principaux partis d'opposition guinéens et des associations de la société civile et des syndicats ont annoncé la création d'une coalition pour empêcher le président Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020. Ancien opposant historique et premier président démocratiquement élu de la Guinée, qui a été dirigé par des pouvoirs autoritaires. Alpha Condé a souvent contesté la pertinence de la limitation même du nombre de mandats sur le continent. Nous nous opposerons par tous les moyens à la modification de la Constitution, même si l'actuel président lui-même le souhaite ardemment, a déclaré Mbadi Camara, responsable syndical lors du lancement mercredi soir du Front national pour la défense de la Constitution. Est-ce que Yohannes Sakoli, l'opposition, la société civile, les syndicats congolais, guinéens, pardon, ne veulent pas aller sur un terrain de diversion là? Bon, diversion. Moi, je fais l'analyse comme ça. Je dis que c'est un peu l'allégorie du maître à l'élève. Je mets quoi dedans? On a vu Alpha Condé, opposant historique. Il a longtemps combattu certaines valeurs, certaines idéologies. Et bon, Dieu faisant les choses, ce monsieur est arrivé au pouvoir, comme on l'a dit, élu démocratiquement. Et maintenant, voilà, ces 2 ans qui finit en 2020, et il a les velléités, il veut vraiment retoucher, toiletter la Constitution pour pouvoir faire un troisième mandat. Donc, quelle leçon on tire rapidement de là? C'est-à-dire que cela repose, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, que le pouvoir, la transmission du pouvoir en Afrique. Dans la tête de l'Africain, où nous sommes, parce que, bon voilà, il y a eu des royaumes, il faut comprendre un peu notre histoire. C'est-à-dire que ce sont les empires qui avaient existé, et on avait des rois. Et le roi, il faut qu'il meure avant que quelqu'un le succède. Donc, malgré la démocratie débutant dans nos États, où on nous amène à aller vers une certaine alternance au pouvoir, ces valeurs ont du mal à prendre. Sinon, c'est difficile de comprendre. Un professeur, M. Alpha Condé, qui est un professeur de droit, dont beaucoup de ces générations de contemporains nous lui doivent beaucoup de respect, quand même, souhaite aujourd'hui quand même briser la glace et faire ce qu'on reproche, ou faire, d'accord, ou avancer sur une piste où lui-même contestait d'avance. Moi, je dis, vraiment, c'est malheureux, mais toutefois, je dis, il faut que nous puissions revoir nos différentes constitutions et voir véritablement comment est-ce que le pouvoir va être légué en Afrique. Maintenant, je suis sur le front qui est monté. Bon, moi, ça me fait rire parce que c'est un peu la mode dans les différents pays. Je ne vais pas citer de nom, où, bon voilà, rapidement, j'ai vu Selou Dalen Diallo qui prend la tête, bon voilà, qui a aussi fait une réaction et qui quand même appelait même les gens à faire comme ce qui se passe du côté de l'Algérie. Demander à l'armée de se comporter. Exactement, mais je ne pense pas que cela va véritablement prospérer, tout dépendant encore une fois. Qui sont les soutiens de M. Condé? Est-ce que ces puissances-là qui sont derrière, qui soutiennent la Guinée, qui ponctionnent les ressources de la Guinée, souhaitent que le monsieur soit au pouvoir? Si le souhait, c'est que Alpha aura toutes les mains libres de modifier sa constitution. On a entendu Idriss Déby dire qu'on a changé ça, la France a fait changer sa constitution, qu'on lui-même ne soit même pas informé. D'accord. Alpha Condé tient quand même un raisonnement qui, de l'avis de beaucoup, peut tenir la route. C'est qu'il dit que la limitation même des mandats empêche quelque peu le développement, parce que vous avez quelqu'un qui lance votre pays sur la voie du développement, 5 ans, 10 ans, il doit partir, un autre peut venir faire reculer ce pays-là. Oui, je suis parfaitement d'accord pour ce qu'il a dit en ce qui concerne la forme, mais en ce qui concerne le fond, je dis non. Monsieur Alpha Condé a été élu et c'est un général qui avait fait la transition, le général Sekouba. Et au premier tour, il avait 18%. Séné Daniel Diallo avait 40 et quelques %. On a attendu près de 3 mois et plus pour pouvoir faire le deuxième tour. Et au deuxième tour,
finalement, c'est lui qui est porté au pouvoir avec les mains étrangères. Ce que je voudrais dire ici, c'est que en Guinée, il est dit que ceux qui ont la richesse ne peuvent plus exercer le pouvoir d'État. C'est ça qui empêche... c'est ça qui empêche d'aller au dia, c'est un peu. Et la richesse est détenue par les peuples. Les peuples, les riches commerçants. Et cet aspect, ce n'est pas... Oui, mais les Guinéens, écrit, hein, ce n'est pas les Guinéens, c'est ce que je voudrais ajouter. Ce ne sont pas les Guinéens qui ont écrit ça noir sur blanc. C'est une puissance ou des puissances qui ont jugé utile de faire les choses comme ça dans ce pays. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, si Alpha Condé dit qu'il veut changer la Constitution, c'est qu'il a la main protectrice derrière. Et ce front dont on parle, pour ne pas faire allusion au front dans les autres pays comme le nôtre, ça va s'effriter. Parce que en face, ceux qui constituent ce front n'ont pas les moyens d'arrêter Alpha Condé s'il ordonne à la Cour constitutionnelle ou bien à son assemblée de modifier. Mais ce qui pose peut-être problème dans ces genres de cas, c'est que vous avez un Alpha Condé, comme l'a décrit Yohannes, grand démocrate quand il était dans l'opposition, grand donneur de leçons sur les principes démocratiques, parce qu'on a eu Sékou Touré, ensuite on a eu le général Lansana Conté, qui a fait, je pense, 24 ans de pouvoir. Alpha Condé a martelé, il faut limiter le mandat, il doit dégager et tout. Et comment ce démocrate vient au pouvoir et veut toucher à ce principe sacro-saint qu'il avait demandé qu'on inscrive dans la Constitution de l'époque? L'enfer, ce n'est pas nécessairement les autres. L'enfer, ce n'est pas nécessairement les autres. Vous voyez, Alpha Condé est venu au gâteau. Il a vu ce que c'est. Quand il lève le petit doigt, tout ce qui se passe. Et c'est pourquoi lui, il pense qu'il est le seul à faire mieux gérer la Guinée. Ce chef d'État, à l'heure actuelle, qui a pu faire bouger son pays, c'est Paul Kagame. La dictature dans le développement. Par contre, en Guinée, il y a trop de richesses, trop de sociétés, trop d'intérêts. Or, le monde est toujours dirigé par les intérêts. Et toutes ces puissances, y sont, y compris les Russes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, qui peut protéger nos intérêts? Si un chef d'État en exercice peut protéger les intérêts des Occidentaux, ils ne trouvent pas d'inconvénient pour qu'ils soient là. Parce qu'eux-mêmes, dans certains pays d'Europe, par exemple, quand on prend Angela Merkel, le nombre de mandats qu'elle a fait, il faut voir le nombre et ce que l'Allemagne est devenue sous cette dame-là. Bon, par rapport à Guinée, on a eu un régime militaire. Quand il y a un régime militaire, on parle souvent de sous-développement parce que ce qui devait être fait n'est jamais fait. Et si lui, aujourd'hui, il a constaté qu'il peut faire des trucs et que son mandat de 2 ans, d'un an ou de 2 ans ne lui suffit pas et qu'il veut modifier pour un troisième mandat, ce n'est pas une raison suffisante. Il faut qu'il se conforme à sa constitution. Oui. Alors, c'est ça aussi l'argument avancé par beaucoup, c'est que, bon, j'ai encore beaucoup à apporter au pays. Qu'est-ce qu'on a apporté qu'on n'a pas pu faire en 10 ans? Bon, Samuel, techniquement, ceux qui quand même travaillent sur des grands projets de développement, on te dira que quand vous faites un projet, au moins, pour les études bouclées, tout, au moins ça peut prendre 4 ans jusqu'au financement. Est-ce que sur ton premier mandat, tu risques de travailler sur les projets, c'est-à-dire que la conception et tout ça. Maintenant, c'est à partir du deuxième mandat que tu vas commencer par exécuter. Regardons, si vous lancez de très grands projets ambitieux, les 10 ans vont finir tout à l'heure sans que vous ne soyez... Bon, là, c'est-à-dire que je vous dis que si vous discuter, changer avec vraiment ceux qui travaillent sur de grands projets de développement, qu'enfin Cameroun ne pourra pas faire grand-chose, le temps de faire les projets, de commencer par les réaliser. Vous vous rendez compte que les 10 ans sont en train de finir, alors que les chantiers peut-être viennent à peine de démarrer. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ainsi il ne faut pas tropicaliser les principes démocratiques, exporter. D'accord, c'est important bien exporter. Importer des devoirs. Si nous, aujourd'hui, en tant qu'État africain, et qu'on estime que
par rapport à nos constitutions, ça ne nous permet pas de faire un certain nombre de choses. Autant revoir. Parce que la plupart des constitutions, oui, je finis là, la plupart de nos constitutions africaines, surtout des pays francophones, ont été des copies-collées de la constitution française. Alors que la France a mis 100 ans, c'est un long parcours. Si on se rappelle de 1789, avec la bâtie et autres, c'est un long parcours. Mais est-ce que nos États aujourd'hui ont aussi fait, peut-être on ne va pas demander peut-être à nos pays de refaire 100 ans, mais je crois que la marche a été trop vite. Quand on oblige peut-être, quand ton enfant qui peut-être a 1 an, tu l'obliges rapidement à courir et à marquer des buts comme chez le but qu'il a marqué le 3 au Bénin, vous voyez que ça va être assez compliqué. C'est pour ça que je dis, Condé, un grand démocrate, il a devant les principes. On prend ses repères historiques, c'est un monsieur qui suscite beaucoup d'admiration. Mais non, de là, par rapport à ce qu'il dit, qu'il faut vraiment qu'on lui redonne cette chance-là. Il n'a pas encore dit officiellement, mais quand même, on sent qu'il a envie de continuer. Cela nous amène à poser le problème. Qu'est-ce qui se passe réellement dans nos constitutions africaines et qu'on a cherché la solution. Oui, mais vous savez, par exemple, s'il faut dire qu'il faut laisser le temps aux gens de faire, peut-être, c'est pas 20 ans, 30 ans, pour pouvoir développer leur pays. Mais l'Afrique a connu ça aussi, des hommes qui font 30 ans au pouvoir, mais on voit l'état de leur pays. Vous voyez, quand on parle de développement d'un pays, ici je prends l'aspect d'Alpha Condé. En tant que grand théoricien, technicien, grand opposant, moi je dis simplement qu'il se trompe. Il se trompe en ce sens que le développement, ce n'est pas pour sa famille, c'est pour tout son pays. Quand tu vas en campagne pour être élu, on fait un programme de société. Et dans la commission développement, on sait que tel projet va prendre tel nombre de temps, tel nombre d'années. Et quand il vient, ce qui est prioritaire, c'est ça qu'on met au devant. Il a fait 2 mandats en 10 ans. Il n'a pas pu développer, il n'a pas pu projeter ses projets, il n'a pas pu mettre en application ses projets. C'est au cours de ce qu'il n'a pas pu faire en 10 ans. Qu'est-ce qu'il lui dit qu'il peut faire ça en 5 ans? Et est-ce que Dieu peut lui prêter vie pour que ces 5 ans... Il a 81 ans. Ce qui veut dire que, comme le général Sekouba a accepté quitter et que ces élections ont été faites 2 fois, que Alpha Condé respecte son serment, respecte l'esprit du père de l'indépendance, Feu Sékou Touré, pour céder la place. Même question, Yohannes. Oui, bon, peut-être que je ne partagerai les pas. Les gens qui font très longtemps au pouvoir, l'Afrique en a connu, je ne veux pas citer les noms, mais vous avez vu le désastre dans lequel l'Afrique s'est retrouvée. C'est comme, je me rappelle d'un discours de Mobutu, qu'est-ce que nous mettons dans le développement? Non, c'est vrai, c'est un constat assez pertinent que, bon voilà, il y a l'usure du pouvoir. Parce que vous y restez longtemps, d'accord, à un moment donné, vous considérez que c'est votre maison, vous venez chaque matin, vous voyez les gens balayer la cour, et puis vous continuez. C'est ça que j'ai dit que en Afrique, il y a un problème. Parce que, par exemple, je dis même, prenons nos pays, je prends juste dans nos églises, par exemple, où le diacre, il n'est pas payé. Juste parce qu'il est diacre, ne lui dis pas un jour, toi, pasteur, ne lui dis pas un jour aujourd'hui, là, que c'est fini, tu ne seras plus diacre. C'est la bagarre, quoi. Donc, c'est ça. Donc, c'est dire que le pouvoir pour l'Africain, c'est quelque chose de divin. On défie ça, ce qui fait que quand tu as le pouvoir, tu veux l'exercer jusqu'à la fin de tes jours. Mais là, c'est pour ça que je dis que ces principes-là, ce sont des principes qu'on a fait. Je ne suis pas un antidémocrate, non. Ce sont des principes qu'on nous a fait venir d'ailleurs. Mais toutefois, il faut qu'on s'asseye pour voir, par rapport à nos repères sociologiques, l'histoire, les empires, tout ça là, voir quel type de constitution on peut avoir pour nos États. Par exemple, je prends cet exemple-là. On dit le PND, par exemple. Le PND, le chef d'État lance le PND, d'accord? Et puis rapidement, il a besoin de 4,622 milliards. Et puis,
il est en train de faire le tour de la planète pour pouvoir mobiliser les fonds, il n'a pas encore fini. Vous allez lui dire que d'accord de partir, par exemple. Ou bien de ne pas voir. Non, c'est l'exemple que je donne. Oui, je sais, mais vous parlez d'un chef d'État qui était là depuis 14 ans. Ah, oui, justement. Maintenant, s'il lance un projet qui va au-delà du terme de son mandat. Les gens lui ont fait beaucoup de promesses que déjà, après 2020, on va le soutenir. D'accord? On va vraiment envoyer les 4 000 milliers il va partir. Oui, mais alors, moi, ce que peut-être il faut dire, est-ce que le problème dans nos pays, c'est pas parce qu'on n'a pas, par exemple, des plans globaux de développement, c'est-à-dire pensés par le pays pour dire, d'ici 50 ans, voici où on veut se retrouver. Maintenant, chaque dirigeant qui vient a son plan, peut-être décennal ou quinquennal, issu de ce plan global-là, de sorte qu'il fait sa part, il dégage, un autre vient, c'est le même plan global qu'on applique. Est-ce que ce n'est pas l'absence de ça aussi qui pose problème? Vous savez, en Afrique, nous avons toujours des projets. Et quand on parle de développement, on parle des plans quinquennaux, des plans décennaux et autres. Mais aujourd'hui, après la campagne, quand on est élu, tout ce qu'on a dit au cours de la campagne, c'est dans les tiroirs. Puisque la réalité du terrain n'est plus le peuple. En matière d'élection, on a besoin du peuple. Après ces élections, on n'a plus besoin du peuple. On s'en fout du peuple. Quand on vient, on a la cerise sur les gâteaux, on choisit sa part. Ce qui fait que la projection sur 10, 15, 10 ans n'y est pas. Quand on veut faire une route, les services concernés doivent dire que la route là que nous faisons, le pont là que nous faisons doit avoir une durée de vie de 50 ans ou bien de 100 ans. Tel n'a jamais été le cas. Nous avons fait des routes pour des essieux de 20 tonnes. Aujourd'hui, nous avons des camions qui ont 50, 40 et 50 tonnes. Ce qui veut dire que les routes là, et les ponts ne sont plus adaptés. Donc, toute l'évolution doit nous permettre de nous parfaire et d'ajuster tout ce qui doit être fait au temps. Or, nos gouvernants, malheureusement, n'ont pas cette projection, n'ont pas ce genre de... Je veux bien répondre, c'est une question assez pertinente. Vous savez, c'est un problème crucial pour nos États. Comment est-ce que, par exemple, on prend le Togo? Comment est-ce qu'on veut voir le Togo en 2050 ou en 2100? Par exemple, là, c'est 2030. Et vous, vision 2030. Vision 2030. Bon, le monsieur là est parti avec la vision 2030. Là, l'économiste Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est une surprise. Alors que quand vous voyez, vous prenez par exemple la Chine. Moi, j'ai fait un peu de moment là-bas. Vous allez voir que ce sont des États qui sont capables de se projeter sur 200 ans. Ce que sur la... Quel genre de citoyen on peut avoir dans 30, dans 40, dans 50 ans? Et c'est en fonction de tout ça que se définissent les programmes et projets de développement. Maintenant, ce qui se passe, on m'a dit au Ghana à côté, ils ont aussi un programme comme ça. De voir comment est-ce qu'on veut voir le Ghana dans 50 ans. Et les gens, les spécialistes, les experts en planification et autres, travaillent sur ça. Ça veut dire, peut-être par exemple, si on prend l'exemple du Togo qui est en PNB, on aurait pu associer l'opposition, le pouvoir, les experts de tous les secteurs. On fait un PND sur 50 ans. Exactement. Avec des déclinaisons chaque 5 ans. Exactement. Vous allez voir, les gens vous diront que les plans quinquennaux, c'est pour ça, vous allez voir, il y a ceux qui critiquent et ce plan vous dit que ces plans quinquennaux, là, on les a vus dans le passé, qui n'ont pas donné grand résultat. Mais on n'en est pas là pour ça. Donc, c'est dire qu'il nous faut vraiment des plans globaux de développement. Si vous prenez même l'Union africaine, ils ont le plan 2063. Et que si tous les États même pourraient même calquer leur projet, le plan de développement nationaux, d'accord, les localiser sur ce plan-là, vous allez voir qu'on va pouvoir se développer. Mais là, si on fait les choses sur les 2 ans, 3 ans, mais pourquoi on le fait? Parce qu'on est dans l'urgence. Parce que, bon, Samuel a fait, l'autre là, il faut qu'on le soigne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les politiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Et patak. Et puis, rapidement, on dit, on colmate. C'est ce qui fait que, vous allez voir, on construit une voie, moi, je le dis toujours, la grande voie, la voie de contournement, et on fait des caniveaux
niveau de 23 cm. Moi, ça passe à ma devanture. Et que, bon, voilà, une petite pluie, l'eau vous rentre dans la maison. C'est que, alors que moi, j'ai été en Chine, j'ai vu les routes. Les Chinois ne construisent pas. C'est voilà chez eux. C'est regrettable. Il faut que véritablement, qu'on s'asseye, comme tu as dit, quel Togo nous voulons avoir demain? Quel genre de citoyens nous voulons avoir demain? C'est-à-dire, comment est-ce que nous voulons voir nos routes demain? Et je crois que ça va être un travail de longue haleine. On va faire un bouquet dans un document et qui va servir. Et là, on peut partir maintenant envers les partenaires et mobiliser pas peut-être pour 1000 fois les 4000 milliards et faire du Togo la Suisse de l'Afrique. Je me rappelle, avant de répondre, je voudrais dire à Koli, le plan de développement dont tu parles, il faut que les vôtres ne servent pas l'intérêt de ceux-là qui viennent investir. Parce que nous sommes dans une globalisation. C'est ceux qui investissent, qui prennent les dividendes et autres. Donc tout ce que vous devez faire chez vous ne doit pas empiéter sur leurs intérêts. Et à ce moment, vous êtes quitte. Alors, dans le cas de la Guinée, par exemple, Alpha Condé dit « Personne en Guinée ne m'empêchera d'aller devant le peuple pour lui demander ce qu'il veut et faire la volonté du peuple. » En parlant bien sûr du troisième mandat, d'ailleurs l'ambassadeur de Russie lui a suggéré de modifier la constitution pour faire un troisième mandat. Je me rappelle du temps où Lansana Conté était président, on disait en Guinée il y a 3 généraux, le général Lansana Conté, coupure générale d'eau, coupure générale d'électricité. Alpha Condé est venu, la Guinée n'a pas résolu le problème d'électricité, la Guinée n'a pas résolu le problème d'eau. Il a fait quoi finalement la Guinée pour vouloir un troisième mandat? Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que quand on est en dehors de la chambre, on peut tout dire. Quand le spectateur pour le match de football est dans la tribune, il joue très bien. Il joue très bien. Il n'a qu'à venir sur l'air de jeu. Il n'a qu'à venir sur l'air de jeu pour voir comment ça peut faire une passe même de 5 mètres, courir, ce que ça donne. Vous voyez, nos dirigeants ne s'occupent pas des priorités pour leur peuple. Il y a certaines choses qui doivent être faites sans qu'on nous demande ça même. En priorité, nous avons l'énergie électrique, qui est la base de tout développement. Quand il y a l'énergie, quand il y a l'eau, tout marche. Quand il y avait le délestage dans ce pays, vous avez vu ce que ça a donné. Il est vrai qu'on a fait des efforts, mais il reste encore à faire. Ce que nous devons remarquer en Guinée, en RDC, ce sont des pays qui sont vastes, qui ont des richesses. Donc, quand on tire par la gauche, l'autre tire vers le centre, l'autre tire vers la droite. Ce qui veut dire qu'il y a trop de mains noires dans la gestion de ce pays, et surtout en Guinée. Et quand des investisseurs ont eu des audiences avec le président Lansana Conté, ce qui sort comme retour n'est pas tellement rassurant pour la population. Donc, ce n'est pas la faute à la population, c'est la faute aux gouvernants. Ils sont là, ils sont élus présidents. Ce qu'ils doivent faire à la population, c'est à eux de le décider. Oui, vous savez, moi je ne vais pas... C'est vrai, ils n'ont eu pas de responsabilité, mais j'insiste et je continue dans mon argumentaire pour dire que nos gouvernants n'ont pas les mains libres. Et il y a ce qu'on appelle la réalité du pouvoir. Tous les lobbies qui se passent derrière. C'est-à-dire que nous sommes un gâteau que les gens se partagent. Oui, mais en fait, ils acceptent vendre leur pays parce qu'ils veulent rester au pouvoir, c'est ça? Bon, vous savez, les accords secrets qui se signent, c'est-à-dire qu'on vous dit, on vous donne, mais garantissez-nous ceci, ceci. Donc la population est utile au moins des rendez-vous électoraux. Mais après, c'est tout, on s'en fout de vous. Même si vous ne votez même pas, on sera élu. On va marquer la pause, on revient après le journal. Ouais.